Kwe en Wendat, la langue huronne, c'est bon matin, bonjour. Alors, je veux vous présenter une conférence performance. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'obéira pas à quelqu'un qui vient vous lire un texte ou vous présenter juste des images et les commenter, mais je voudrais que ce soit mon offrande à moi dans le projet Mawita Jig, la conférence performance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tantôt je parlerai ce qui est important dans le monde de l'art et encore plus dans le monde de l'art amérindien, avoir des clés pour comprendre et mieux connaître, la connaissance. Donc, je voudrais à travers ma conférence vous proposer plusieurs voyages qui aboutissent ici et surtout donner de l'importance au fait qu'on soit ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Retenez tout de suite qu'on est en territoire des Mi'kmaq, le Mi'kmaqti, le territoire des Mi'kmaq, c'est aussi qui se superpose aux Acadiens, aux francophones, aux anglophones, aux visiteurs, aux oiseaux, aux fous de bassin. Il y a un écosystème complexe et c'est à l'intérieur de ça qu'on peut se poser des questions d'imaginaire et d'art. Je vous présente la même conférence avec de la musique, des livres, des objets et des images. Mais d'abord, la parole. Donc, chaque fois, je vais essayer de vous donner des clés, mais en lien avec le projet ici. Ça vous va? Par exemple, si je vous dis « le passé a de l'avenir », qu'est-ce que ça vous dirait? Qu'on va parler du passé en disant « c'est peut-être important pour comprendre aujourd'hui ». Ici, à côté, à Guesgabeguiag, Maria, il y a le powwow. Depuis 2 jours, ça se clôt cet après-midi, même s'il va y avoir de la bruine. Mais je vais vous présenter, parce qu'une donnée importante, la moitié des Amérindiens au Canada vivent maintenant en ville. Il y a les jeunes. Il y a aussi, on parle souvent de la tradition des aînés. Vous voyez, le passé a de l'avenir. Mais cette réalité-là va nous suivre tout le temps, surtout quand on veut entrer dans le monde de l'art. Comment, par exemple, ici, on a ça nous amène du côté d'une architecture des maisons longues du passé. On a de la vidéo, de la photographie. Et là, une conférence ensemble ici. Comment tout ça, essayer de comprendre que le passé a de l'avenir? Je vais vous présenter, par exemple, grâce à la magie d'Internet, déjà Internet, on voyage partout sur la planète, 4 minutes, ou peut-être 3-4 minutes de musique d'un collectif qui s'appelle A Tribe Called Red. Ce sont des jeunes qui font du hip-hop, qui font de la musique, et là-dessus, il y a un DJ-VJ, des gens qui tournent les disques et les vidéos, et il a mixé des images des anciens films sur les Indiens, des années 50-60, avec de la musique d'aujourd'hui. On va juste entendre ça pour se mettre dans cet esprit du rythme et des sons. Regardez la photo qui est là. Edwidge qui est là. Salut Edwidge. Il y a du souffle, il y a un souffle. Regardez, Ruben, il joue du tambour, il semble danser. Regardez le regard de Marie-Jeanne. Un silence qui fait partie aussi des sons. Et le mouvement, le geste, la danseuse, on affleure. Déjà, on sent des photographies fixes, mais il pourrait y avoir du mouvement. Rien qu'un exemple. Pourtant, ils sont avec nous ici. Intéressant, ça. La photographie qui est fixe, mais en même temps nous amène dans le mouvement. Alors, je vous mets un petit peu le passé de l'avenir. Juste parce que mon ambition, c'est de vous faire danser à la fin. Je ne sais pas si je vais réussir. Dans un powwow, vous avez souvent les joueurs de drum qui sont tous ensemble. Ça, c'est devenu un syncrétisme dans le monde amérindien. Donc, le tambour. Regardez les images qui sont extraites des films sur les Indiens faits par des Blancs à Hollywood. Et il y a un montage qui est fait par l'artiste.
so strange that you don't remember any of your poetry. Ceux qui connaissent les comédiens, vous allez reconnaître Johnny Depp. I don't know anything about poetry. Boy, you're so modest. Do you have tobacco? We sure don't. Perhaps I could interest you in some beads. Or possibly a blanket. Blanket. Ce que vous voyez derrière moi, ce que vous avez entendu, c'est un son d'aujourd'hui, mais les images, ça n'existe pas. Ce que vous avez vu là, c'est un peu l'exemple de l'Indien inventé, des stéréotypes de ce qu'on a dans la tête. Par exemple, la coiffe des Indiens des plaines. Ici, on est en Nord-Amérique. La coiffe des Indiens Mi'kmaq, c'est quoi, par exemple? Les mouvements, tout ça, c'était retrafiqué, mais déjà le cinéma a inventé, dans l'après-guerre, ce que moi j'appelle un Indien inventé. Ce qui est intéressant, c'est maintenant comment, par l'art, puis par la présence, on peut retrouver quelques clés de ce que c'est que l'amérindianité. On pourrait employer aussi le mot d'autochtonie. Moi, quand j'emploie le mot autochtone, c'est vous parler des Amérindiens, des Métis, la nation métisse qui existe, et les Inuits. C'est intéressant parce qu'on a ici un Inuit dans l'exposition, Ruben, qui est là. Et il joue du tambour, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais regardez ces culottes. C'est des culottes de caribou. Mi-homme, mi-animal, le mythe, la mythologie, l'esprit des animaux. C'est intéressant, des mots que je viens de vous dire qui sont très importants lorsqu'on veut se rapprocher de l'imaginaire, de la spiritualité ou encore des œuvres d'art. Ça vous intéresse de voir une coiffe Mi'kmaq, une ancienne coiffe? Pour ça, je vais d'abord, moi, devenir de mon héritage Wendat, je vais devenir l'écran. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Donc, une donnée importante, c'est l'apparat. Surtout le dimanche, je pourrais dire comme les curés, les preachers. Alors, ça aveugle un peu. Je vais mettre sur moi, je vais me métamorphoser. Alors, ça, c'est une chemise qui est faite à Wendake. Et c'est simple avec les rubans qu'on peut retrouver sur des perches, qu'on peut retrouver sur des attributs, un peu comme le perlage, un peu comme les tresses et les franges. Si je disais qu'ici on a la terre, ici le feu ou le soleil, surtout avec la sécheresse qu'il vient d'y avoir, puis les feux de forêt, l'eau, les cours d'eau, puis l'eau qui, sans eau, on sait avec la sécheresse un peu partout. Donc, il y a 3 éléments, il en manque un. On pourrait dire le vent. Le vent, c'est le souffle. Le souffle, dans Tragadigash de Edwidge Leblanc ici. Mais le souffle, c'est la parole. Et la parole, une donnée de civilisation fondamentale des 3 Amériques et même de l'autochtonie dans le monde, c'est l'oralité. L'oralité, la parole.
Donc, c'est moi aujourd'hui. Je porte et les territoires, et les éléments, et la parole. Et par la parole, je vous donne des informations, je vous raconte. Raconter, c'est aussi la harangue, c'est aussi l'oralité, les grands. Et surtout les Wendat Hurons étaient de grands harangueurs. C'est une de nos... Donc, je suis un peu un héritier de Condiaronc, des grands noms comme ça. Donc, je suis le souffle, et par le souffle, je m'entoure d'objets, de livres et d'images pour qu'on fasse un voyage. Un voyage qui va nous amener ici. Parce que ce n'est pas simple d'arriver ici. Mais avant, je vous montre, par exemple, lorsque je vous dis le passé de l'avenir, si je vous présentais, on sera dans un cours où on examine des ouvrages, des livres. Est-ce que vous connaissez cet ouvrage « À la recherche des anciens Mi'kmaq » ? Ça, c'est une exposition qui a été faite. Oui, je l'ai. Tu l'as, hein? Bon, puis tu as dit non. Tu vois comme on réveille la mémoire des fois? Alors, ouais, c'est ça. Mais c'était pour montrer, on voit ici la coiffe Mi'kmaq. Hein? Vous pouvez vous approcher, tantôt vous vous approcherez des objets, mais juste par exemple, on est sorti de la coiffe de l'Indien des Plaines. Là. C'est intéressant, puis on n'est pas loin d'un bonnet d'un moine bouddhiste ou encore des Ku Klux Klan aux États-Unis. On pourrait, à partir du vêtement, faire des études de société. Donc, si on est à la recherche des anciens Mi'kmaq, c'est qu'il y en a aujourd'hui. Il y a le Pawa, il y a l'Istugouche, le Gasgabegiak et Gesbeg, les trois communautés en Québec, mais les Mi'kmaq, c'est tout le territoire nord-est, qui étaient aussi membres de la Confédération des Wabanaki avec les Wolastoq Malécites et les Wabanaki, et ils venaient au grand feu de Kahnawake. Ça, c'est toute une géographie, une géopolitique. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Moi, je veux plutôt vous parler d'un autre ouvrage. Ça a été écrit par une grand-mère qui, elle a donné au Québec des sociologues importants. Son mari était juge à Montjoly. C'est Mme Simone Gagnon. Puis elle a eu l'idée, à un moment donné, d'écrire un livre pour ses enfants. Puis elle a appelé ça « Autour de l'île au massacre ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Oui. L'île au massacre qui est en face du Bic, qui est au Bic, qui est une des îles. Et ce qu'il y a d'intéressant, ça, c'est un livre qui a été écrit en 1960. Le 1960, c'est l'année qu'on dit c'est la Révolution tranquille des Québécois. Les Canadiens français catholiques deviennent des Québécois. Il y a une société traditionnelle qui devient une société moderne. On a entendu parler souvent de Révolution tranquille. En 1960, elle écrit dans ce livre-là que les Indiens sont apparemment tous disparus, que c'était des barbares et que c'est très bien. Et elle raconte le massacre des Mi'kmaq à l'île, justement, au massacre au Bic, par les méchants Iroquois, les Mohawks, les Haudenosaunee. C'est un roman. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les anciens Mi'kmaq, chez les anciens Malécites, tout le monde raconte la même histoire. Donc, le fait a eu lieu. Et ça s'est transmis comment? Par l'oralité. C'est juste quand c'est devenu dans un livre. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça va être un point important, le Bic, dans notre voyage. On va voir pourquoi tantôt. Donc, mais on n'étudie pas la littérature. Mais je vais vous montrer quelque chose. En art, il y a aussi le monde du dessin. Puis dans le livre, il y avait des illustrations. Vous voyez ici, par exemple, les méchants Iroquois, évidemment, avec le tomahawk. Mais l'illustration que je veux vous montrer, tu peux-tu chercher, si tu vois, à un moment donné, il y a comme une cabane de vente. Parce que là, ça stresse quand on ne trouve pas. Hein? C'est l'image c'est illustré là-dedans, on dit à la pointe de Rivière-du-Loup. Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé, qui ont déjà pris le bateau à la pointe de Rivière-du-Loup? Oui. Autrefois, il y avait les anciennes cabanes d'Indiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, quand j'avais 6 ans, mes grands-parents m'amenaient là. Mon grand-père Origène venait et vendait l'artisanat à la pointe de Rivière-du-Loup. Et là-dedans, on illustre la cabane, le dessin. Quelque part, il y a un dessin dans le livre et on le trouve. Peut-être que je vais le chercher page par page, puis je vais le trouver. Parce que je vais vous le montrer. Excusez, on va... C'est important dans la mesure où ça va être aussi... C'est ici. Ce que tu vois, souvenirs. Hein, on voyait vendre des souvenirs, vendre le passé. Puis, moi, j'ai une photo chez moi, c'est mes grands-parents. Et ici, mais c'est annoncé comme une cabane Mi'kmaq. Mais il y avait des Wendat qui venaient aussi, puis il y avait des Malécites. Donc, ça fait aussi un lieu de rencontre. Rencontre, c'est important. Donc, dans l'île au massacre, la pointe de Rivière-du-Loup, la pointe
ça fait pas mal de choses, puis ça, c'est seulement 2 livres. Tout à l'heure, à la toute fin, j'aimerais qu'on aboutisse dans un événement organisé par Vastevag en 2002, à la pointe du Barachois, où on retrouve, et c'est très intéressant, qu'est-ce que vous voyez? Un mât, comme un mât de navire, une croix, comme toutes les croix de la religion, et ici, un mât avec des rubans, donc des mâts de prière, des perches, mais des perches aussi. Des saumons de sculptés pour les Micmacs. Ça, c'était tous des saumons sculptés. Ce qui transforme la perche en une forme de totem. C'est intéressant. Et ça, c'était ici en 2002 à la Pointe. Donc, la Pointe de Rivière-du-Loup, la Pointe, ça pourrait ressembler si je vous faisais les mêmes voyages avec des objets. Imaginez ensemble que nous sommes tous à la Terre de Feu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la Terre de Feu? C'est complètement au bout d'Amérique du Sud. Alors, ou encore, on serait proche du partage des eaux près du grand lac Arikana, en Abitibi, là où les eaux coulent vers la baie James au lieu de couler. Et là-bas, il y a quelque chose d'important pour se rapprocher du projet de Mawitadjik. C'est ça. Qu'est-ce que vous voyez? C'est difficile, hein? Un peu. Je vous propose quelque chose. De faire la révolution. Tout de suite. Est-ce que ça vous tente? Alors, levez-vous, puis venez autour ici des objets. Je vais vous les montrer en proximité. Faire la révolution, c'est changer. Déjà, depuis être assis, c'est formidable. Fait qu'approchez-vous, gênez-vous pas. On va faire le même voyage, ça va être dur pour la caméra, mais ça fait partie. Parce que déjà, de se regrouper plus proche, une des données importantes, qu'est-ce que vous voyez? Des cercles, hein? Des fossiles, c'est de la pierre. Ça, les Abitibi Winnie, ils appellent ça des biscuits de fées. Ça, c'est fabriqué par la terre elle-même, la terre-mère elle-même, l'érosion. Et ça fabrique. Et là-bas, on les cueille. Les anciens Indiens les cueillent aussi. Et regardez, c'est le cercle. Le cercle, c'est le cercle qu'on forme. C'est une des données importantes de l'imaginaire et de la vision du monde amérindienne. Je suis sûr qu'Adrienne Luce nous dirait ça. Mais c'est l'idée d'une vision circulaire du monde. Ici, comment ça va se représenter dans l'œuvre qui est ici? Ceux qui sont venus ou celles qui sont venues, il y avait une projection du jour et la nuit, du cycle du jour et la nuit sur 24 heures sur la toile là, derrière. Le cycle, la vision. Et ce qui est intéressant lorsqu'on veut parler d'offrande, lorsqu'on veut parler qu'est-ce que la terre-mère nous donne, avant même qu'on parle d'art fait par les humains. Et ça, c'est intéressant parce que du cercle, on pourrait aller, et dans un, fait par là, ça c'est un tambour. Hein? Mais ce tambour a une particularité. On appelle ça un tambour d'eau. C'est un tambour Huron-Wendat. Et le son premier, c'est le son premier que j'avais utilisé quand on a fait les fêtes de 2008, parce que j'avais dit, puis j'ai dit aussi à Robert Lepage dans son moulin à images, Robert Lucier, le musicien qui a fait la trame musicale, il cherchait des sons originaux. Il m'a demandé, j'ai dit, tu devrais commencer avec le son du tambour d'eau, qui est le son premier de la mythologie. Et vous allez voir tantôt en œuvre d'art. Donc, ce n'est pas un son magnifique, mais c'est un son premier. Ça, c'est intéressant, et c'est le cercle. Ça nous amène dans le son, ça nous amène dans le tambour qui est là, ça nous amène dans le souffle, ça nous amène dans la danse, parce que c'est le monde de l'art, des rythmes et des sons. Mais le tambour, regardez, il peut devenir ça. C'est tout petit, hein? C'est un petit tambour, on pourrait dire que c'est quelque chose d'artisanat, mais ça, là, c'est majeur. Parce qu'il y a une donnée importante lorsqu'on parle d'oralité, puis nous, les Amérindiens, c'est la transmission. Et ça aussi, ça fait partie de donner. Et ce petit tambour-là, il a été fait pour chacune des étudiantes et des étudiants. C'est la deuxième fois dans l'histoire ici, Nord-Amérique de l'Est, qu'il y a une institution d'enseignement amérindienne pour les Amérindiens au collège Kiuna à Odanak. Et probablement que cette année, il va y avoir des étudiants qui vont venir des communautés Mi'kmaq.
Et ça, c'est le petit tambour qui est donné à chaque étudiant pour leur rappeler qu'ils sont le cœur de l'institution, que l'importance de la transmission de l'éducation, c'est d'abord, et c'est intéressant dans un conflit au Québec, les étudiants. Donc, le tambour, la forme, le rond, qui devient l'idée du cœur, que ça devient toi. Et se rapprocher comme ça, c'est intéressant. Et là, si on veut parler du don, on peut aller dans plusieurs directions. Je vais vous montrer une direction qui est celle toujours des bienfaits qui vient de la terre-mère. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est encore le rond, un cercle, mais c'est aussi, pensez à la tortue qui porte sa maison, pensez au panier, pensez comme le petit panier ici qui est fait avec des aiguilles de porc-épic, qui refait une tortue, parce que la tortue porte sa maison. Là, on comprend pourquoi il y a toujours l'esprit des animaux dans les mythes et pourquoi des animaux comme la tortue, c'est important. Surtout la grande tortue de Lutz qui vit plus de 900 ans, donc elle a probablement connu Champlain, Jacques Cartier, puis les chefs Hurons. Mais cette idée j'en reparlerai tantôt, mais ça, c'est important. Parce que ce qui est majeur aussi dans la plupart des lignées matriarcales de généalogie amérindienne, c'est la filiation par les femmes. Et les femmes qui sont celles qui maintiennent la broderie, l'artisanat, les savoirs traditionnels et la médecine. Et ça, c'est un petit onguent qui est préparé par des femmes Innu de Equanichit. Ça, c'est à Mingan, là où il y a la rivière Mingan et que l'Hydro-Québec vient commencer un barrage qui va mettre fin à la pêche au saumon, mais aussi à tout un écosystème. Les femmes fabriquent des onguents. Ils sont cachés dans le presbytère de l'Église, imaginez en arrière, mais ils transforment en un lieu de pharmacie où on n'en parle qu'en Innu. Pourquoi? Parce que les multinationales partout dans le monde, les Monsanto de ce monde et toutes ces multinationales-là, cherchent à avoir les brevets. Parce qu'on sait que la médecine traditionnelle, que la nature qui donne des formes peut aussi apporter des choses bienfaisantes. D'ailleurs, vous savez ce qu'un ours fait d'habitude? Il suit toujours le papillon monarque, parce qu'il sait qu'il va l'amener une plante bienfaisante. Donc, ça, c'est intéressant dans les histoires, les mythes. On va voir comment les artistes utilisent ça. Donc, un onguent, l'idée des médecines traditionnelles, mais avec un transfert par l'oralité, mais des savoirs, des savoir-faire. Et ça, c'est important parce que c'est aussi à la base. C'est là, et ça n'appartient pas à l'industrie, ni à la publicité, donc encore moins à l'Indien inventé. L'artisanat, regardez ici. C'est magnifique, hein? Parce que c'est un panier. C'est comme là, tout le monde porte un sac à dos, tout le monde transporte les sacoches. Ça, c'est des choses de porc-épic. Vous avez ici le foin d'odeur qui est autour, donc en cercle pour les cérémonies. Donc, et à l'intérieur, tu peux apporter toutes sortes de choses. Je vais vous montrer. Regardez. La dent d'ours. L'esprit des animaux. Dans tous les mythes du Nord, si on était au pôle Nord, circumpolaire, on enlève la peau d'un ours, ça devient un homme. Donc, toute l'idée de la mythologie qui fut un temps, dans la mythologie des masques, dans la mythologie des grands récits, les hommes, les animaux et les autres espèces vivantes s'accouplaient, on passait d'un monde à l'autre. Aujourd'hui, dans la culture numérique, dans tous les films de science-fiction, dans tout ce que vous voudrez, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes récits, mais faits par la technologie. Donc, l'esprit de l'ours, c'est aussi ça, mais c'est aussi quand l'ours polaire rencontre l'ours brun. Ce sont la rencontre des cultures, des continents, des genres. Ça, c'est d'est en est. Je peux vous montrer ici une petite tortue. Encore la tortue dans la tortue. C'est un petit bijou fait par des Indiens, un Indien Ainu de l'île d'Hokkaido au Japon, où il y a des aborigènes, là, puis ils connaissent un problème un peu comme la répression qu'il y a eu ici, un peu partout. Ça, ici, c'est une pièce de monnaie. Imaginez. Ça pourrait être une Kateri Tekakwitha qui vient d'être canonisée. Elle est en bois. Mais on sait que c'est comme une pièce de monnaie, mais c'est une chose qu'une performeuse qui s'appelle Maria Phil, qui est une Anishinaabe Ojibwe, qui fait de la performance et qui est venue dans un échange crossing entre des artistes amérindiens et des performeurs d'Irlande du Nord, fait une performance à Belfast. Et dans sa performance, elle donnait des petites pièces comme ça. Donc, cette idée du don, du bois, et on voit ici la chose du métal, la présence de... C'est sûrement la référence à une princesse amérindienne ou une femme importante. Les femmes qui, par l'art et qui, par la performance, transportent aussi une idée du féminisme. C'est intéressant. Puis ça, on peut apporter ça comme ça, en nomade, des choses. C'est un exemple de... Bien sûr, le monde, les rapports entre les cultures, les nations, tout ça, c'est aussi celui de la survie, mais de la guerre. Je vous présente une pointe. Tu as parlé tantôt de la pointe de Rivière-du-Loup, de la pointe. Ça, c'est une pointe, c'est un bois dur, touche, ça tue, ça.
mais ça peut être aussi, c'est un bois qui vient du cœur du Sri Lanka. Donc, je ne saurais pas dire quelle sorte de bois personnellement. J'ai un de mes amis qui était spécialiste, mais c'est très dur. Et là-bas, d'ailleurs, quand je suis allé au Sri Lanka en 2004, quelques mois avant le tsunami, montrer que la nature n'est pas que bucolique, romantique, elle peut être aussi très féroce. J'ai rencontré les Indiens Vedas qui vivent vraiment l'extrême pauvreté, aucun statut, rien. Les femmes accouchent sur la terre, les armatures comme ça, c'était vraiment l'extrême pauvreté. Mais j'ai échangé un petit capteur de rêve avec le chef. On a fait une longue discussion, il m'a donné ça en cadeau. Donc, l'échange, le don, mais aussi le don, oui, l'offrande, mais quelquefois on peut recevoir. Et il m'a demandé une chose très importante, comment vous enterrez vos morts, comment vous occupez de vos morts. Cette idée du passé à de l'avenir, de la mémoire, et donc on est l'héritage de quelqu'un, ça peut être intéressant. Et ça, bien, cette géopolitique-là, ça nous ramène pas loin d'Amérique du Sud. Regardez, chez nous, les Iroquois, il y a des wampum, qui sont des ceintures de collier. Puis plusieurs des grands wampum servaient d'alliance, de traité au lieu de l'écriture. Ça, c'est un wampum qui est fait en laine, puis c'est écrit Chile dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Il existe aux confins de l'Amazonie puis de la cordillère andine les Indiens Mapuche, qui sont aussi au Chili, en Argentine, et qui ont des problèmes comme les Guaranis, comme de se battre pour la survie de la terre-mère, l'Amazone, mais aussi de leur propre statut. Et quand je suis allé au centre Conacine c'est quoi la capitale du Chili déjà? Santiago. J'ai rencontré les Indiens là-bas. Et la chef, qui était une chef, elle m'a demandé d'être l'ambassadeur des Mapuches quand je reviendrais au nord. Alors, elle m'a donné ça. À l'époque, on était allé manger, puis il y avait un festin. Un festin, il faut dire que c'était très, très pauvre. Puis la chef, elle m'a remis ça, puis elle me l'a mis comme ça sur le front, puis elle me l'a fait porter. Là, j'étais investi, il fallait que je le porte jusqu'à la fin du repas. Sauf que, pendant tout le repas, il était infesté de bestioles qui me piquaient la tête. Alors, j'étais pris entre le protocole puis souffrir. J'ai dû le laver 25 ou 100 fois avant de le ramener ici. Mais c'est aussi l'idée de l'apparat de repas. Il y a un rapport symbolique, il y a les formes, mais aussi ça peut vouloir dire autre chose. Ça, c'est intéressant. Et si on remonte du sud, on s'en va vers encore cette rencontre entre l'esprit des animaux, comme je vous dis, qui est souvent important dans l'art, et la présence, la discussion, l'apparat. Bien, ça donne ça. Toutes les plumes d'oiseaux de l'Amazone, bien ça donne les Indiens Guaranis. Les Indiens Guaranis, c'est ceux, entre autres, quand on sait que l'Amazone touche 8 ou 9 pays, c'est vraiment important parce qu'on remonte, on voyage, mais est-ce qu'il n'est pas pire? Bon. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de l'exotisme que je vous montre là. Moi, je l'ai ramené en rencontrant les Indiens Guaranis en 2005, mais si on traversait de l'autre côté du golfe, on tournait la péninsule pour s'en aller à Equanichit, à Mingan, j'étais étonné de voir dans le bureau du conseil de bande, il y a une peintre Innu qui a peint le grand chef Raoni qui est venu au nord pour raconter. Donc, la solidarité des luttes au nord pour la survie de la terre, les luttes environnementales et au sud, on les retrouve aussi dans les apparats et aussi on les retrouve en or. Ça, c'est intéressant chez les Amérindiens. La preuve, vous le voyez, hein? Voyez. Ça, c'est une autre façon d'examiner les rapports à la fois avec, on est parti des lanières, des rubans, mais on remonte vers l'imaginaire. Évidemment, comme le thème ici, Mawitadjig, le don, l'offrande, il y a une autre partie qui est très importante et qui est omniprésente dans l'art amérindien, ce rapport au sacré. Ça tombe bien le dimanche, je vous dis la parole, j'ai parlé tantôt. Il y a des gens qui vont aller vers la prière. Il y a beaucoup de gens qui cherchent maintenant dans la spiritualité amérindienne une alternative dans les religions par rapport aux grandes religions. Et ça pose la question ultime. Si on voulait poser la question ultime de l'offrande ou du don, ce serait quoi? Et c'est à la base de toutes les religions. C'est le sacrifice. Le sacrifice. Imaginez, on serait chez les anciens, chez les Incas, ou au Machu Picchu, ou chez les Aztèques à Tenochtitlan, Mexico. Qu'est-ce que vous voyez? Comme une espèce de serpent. Puis de l'autre côté, ici, il y a comme une scène. C'est vraiment pas grand-chose, mais on sait que chez les anciens Aztèques et les Incas, les sacrifices humains. Et ça, c'est fait pour aller chercher le cœur. C'est cruel. Mais le sacrifice ultime, ce n'est pas aussi à la base de la religion catholique, orthodoxe, tout ça, celui qui s'est sacrifié pour les autres. Et il y a même un théologien qui s'appelle René Girard, qui, lui,
a même pensé une théorie sur la violence en disant les sociétés, les rapports entre les humains, les gens vivants, ce n'est que de la violence. Et toute l'histoire des sociétés, c'est de chercher à domestiquer les violences par les lois, par les armées, par les codes et par la culture. Et une des grandes formes, pour lui, selon sa grande thèse, les deux grands moments que les humains en société, toutes sociétés confondues, c'était d'introduire d'abord des tabous. Ça vous dit quelque chose, le mot tabou? Aujourd'hui, c'est plutôt tatou, mais c'est tabou. Le premier tabou, c'est de ne pas manger l'autre. Donc, le cannibalisme qui a existé et qui existe dans des formes de courage, tout ça, mais c'est un peu là, parce que sinon, il n'y a pas de survie. Et manger, ça veut dire aussi te reproduire avec ta sœur, tu vas venir des sociétés dégénérées. Peut-être que c'est passé sur l'île de Pâques où il reste les grosses œuvres, tout ça. Et l'autre, tu ne tueras point, hein? Toute l'idée de crime, le meurtre, tout ça, c'est l'histoire. Mais entre les deux, il y a eu deux choses fondamentales, deux substitutions fondamentales à la base des sociétés. Le premier, c'est d'avoir inventé justement un monde de l'au-delà, puis un monde, et ça existe après toutes les choses, et avec quelqu'un qui serait venu, le passage en un et l'autre, la mythologie, et qui s'est sacrifié. C'est Jésus, c'est l'histoire de ça, il s'est sacrifié dans des tortures. Bon, la croix est le symbole majeur de tout ça, partout on la retrouve. Et l'autre, c'est la substitution des substitutions des substitutions. Quand Jésus, on entend « Faites ceci en mémoire de moi », c'est devenu à la messe l'hostie et le vin à la place du sang et du corps. Dans les sociétés, ce serait l'argent. Les lois, les tribunaux et l'argent. Tu as une peine, tu as une amende. Ce n'est pas inintéressant, cette théorie-là. C'est une théorie pour essayer de dire comment se conjurent les violences dans les sociétés. Dans le monde de l'art, ça se fait par des récits, des histoires, des œuvres. Et on le voit pourquoi la popularité des jeux de guerre, des ci, des ça, des films, il doit y avoir quelque chose de là. Mais il y a aussi toute l'approche de renouer avec les esprits, de renouer avec des spiritualités qui sont elles où on offre. On offre, par exemple, chez nous les Amérindiens, la sauge, le tabac et le foin d'odeur. Le foin d'odeur qui est chez les Mi'kmaq. On offre de se purifier. On donne à la terre-mère qui nous donne. On donne un peu de tabac pour avoir reçu. Par exemple, on entre dans le cycle du maïs. Il n'y a pas tellement longtemps, on était dans le cycle de la fraise. Donc, les cycles qui nous nourrissent. C'est le temps des petites fraises, des bleuettes, ça, c'est passé. Là, on va rentrer dans le cycle des maïs pour les Iroquois. Maïs vert. On va fêter la semaine prochaine, je pense. Donc, ça, c'est un peu, on voit souvent, vous pouvez même, je ne l'allumerai pas ici. Vous voyez, avec ces objets-là, on a fait un voyage, mais qui a pour but de nous rassembler. Et quel est finalement, il y a deux modes de rassemblement qui sont celui qu'on pourrait dire les gens qui deviennent sédentaires. Aujourd'hui, la sédentarité, c'est fait que 9 personnes sur 10 vivent dans des villes. Et lorsqu'il y a des spécialistes qui examinent les langages, je vous ai parlé tantôt d'oralité, on reconnaît deux grandes souches de langage amérindien dans les Amériques. Les langues algonquoiennes puis les langues iroquoiennes. Et chez les langues iroquoiennes, il y a le Mohawk, le Wendat et un peu de... C'est à peu près tout. Le reste, c'est des langues algonquoiennes qui peuvent se rejoindre, comme le Mi'kmaq, l'Innu, le Cri, l'Ojibwa, l'Anishinaabe. Il y a la même structure. Mais derrière ça aussi, tu as des peuples semi-sédentaires et des nomades. Les semi-sédentaires, j'ai pris la petite maquette, mais regardez, c'est la maquette de la structure, la maison longue. Il y avait des grandes bourgades de maisons longues où vous pouvez vivre 6, 7, 8, 9 familles. Ici, on a une armature dans l'œuvre qui reprend la maison longue. Pourquoi? Parce que France Trépanier a un héritage iroquoien. Mais ici, on est chez les Mi'kmaq, où c'est le monde des wigwams. C'est le monde proche des tipis, ceux qui sont nomades, ceux qui se promènent, qui cachent les perches, qui arrivent avec le pot, ou qui ils ont refont le... Et ça, c'est intéressant, mais chaque fois, c'est l'idée, des rassemblements. Je vous montre ici un écusson avec 4 canaux. En 1999, il y a eu, dans la baie Georgienne, proche de l'île Manitoulin, ce qu'on appelle l'ancienne Huronie. Tantôt, j'ai parlé ici Mi'kmaqui, l'ancienne Huronie, puis l'Iroquoisie plus des Grands Lacs. La rencontre de la diaspora des Wendat et des Wendat, il y a 400 ans, et on s'est retrouvés,
Et on a refait à Osso-Sassenay, ou en 1636, dans les écrits du Père Brébeuf, il raconte le dernier festin des morts, les grandes fêtes qui rassemblent, les makouchams, les potlatches chez les Inuits, ça va être important, je vais en parler tantôt, ou les habitations, on se rencontre pour refaire les alliances, refaire les fiançailles, donc faire un phénomène social total qui fait qu'on ne parle plus d'offrande, mais du don. Et aussi des rencontres de festins. Et ça, cette écution-là rappelle que nous, on a refait la fête des morts, on a réenterré les ossements des 500 aînés qui avaient été pillés en 1947 par les anthropologues du Royal Ontario Museum. Donc, un pillage de tombes sur un territoire illégal. Ça a pris 12 ans de bataille d'un groupe qui s'appelle la Fondation Gondachia à Wendake pour récupérer les ossements des aînés. On les a réenterrés selon les rites des anciens. Pas de publicité, pas de photos, pas de témoignages. 99. Il y a eu un congrès cette année à Wendake où j'ai participé, qui était à nouveau la rencontre de la diaspora. Donc, c'est toujours les rassemblements. Et ça, c'est l'essence même de cette idée aussi de Mawitadje, qui veut dire se rassembler en Mi'kmaq. Que ce soit le tambour qui appelle, que ce soit l'habitation, que ce soit les pots, les paniers, les onguents, que ce soit les traités, il y a quelque part cette idée de ne jamais être seul, comme on est en rond ici. Et je vais vous mettre au cœur de ça, avant de faire le voyage en images. C'est sombre, mais regardez, ici, c'est un immense totem. C'est un immense totem, puis il y a 3 hommes devant. C'est mon père, puis c'est mon frère Yves et moi quand on avait 6 ans. Ça, cette photo-là a été prise au Zoo de Québec. Hein? Je suis le plus petit, oui. J'ai 6 ans. Parler aussi que ce sont les voyages, ce sont aussi des histoires de vie. Et à 6 ans, mon père nous a amené voir le Grand Totem, au Zoo de Québec, qui maintenant n'existe plus. Le Zoo de Québec, c'est un hôtel de glace. Et c'est le Musée de la civilisation de Québec qui a récupéré le totem, fait que les ouvriers sont arrivés, l'ont coupé en toile, l'ont mis dans un hangar. Ce qui fait que ça, pourtant, c'est un totem qui était venu de l'ouest, de la côte du nord-ouest, des Indiens Kwawakwak, par Marius Barbeau, qui lui-même, on prétend qu'il l'avait peut-être volé ou acheté pour 5$, mais les anthropologues, ça peut être ça aussi. Et ce que je veux dire, c'est que devant, c'était la journée avant qu'on rentre à l'orphelinat parce que ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Ça aussi, c'est les destins de vie. Et comme on en arrive par l'art, et j'ai souvent dit que j'étais un huron à la recherche de l'art, et que j'ai fait la dérive des territoires réels qu'on a perdus vers les territoires imaginaires de l'art, et que je suis devenu un beau parleur. Quelqu'un qui fait la harangue, comme vous voyez. Donc, c'est intéressant aussi de rappeler que derrière des objets de société, des livres, des images, des œuvres, il y a des individus en chair et en os. Et ça, c'est important, l'humain, nous. Et là, on retourne encore avec une pensée amérindienne. Nous les Inuits, nous, les Odonosone, les gens des maisons longues, nous, il y a toujours un nous. Et ça, c'est intéressant, une époque où les jeux semblent fragmenter tout, de rappeler ça. Alors, ça, c'était ma partie avec les objets. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous refais le même voyage en images avec des œuvres d'art et un voyage à travers 4 voies, comme je vous ai compté, et vous allez voir des œuvres qui sont présentement un peu partout au Québec, entre autres, et des lieux. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre que, quand je vous parle de l'esprit des animaux, les animaux nous précèdent. Les mythes nous précèdent. L'art nous précède, l'histoire de la Terre, du cosmos, et c'est intéressant, l'idée du ciel. Puis on va aboutir ici. C'est ma dernière partie. Ça vous intéresse qu'on continue? Oui. Voyons donc. Allez vous asseoir. Pour moi, qui est un intellectuel, souvent on me demande, comme par exemple dans le projet ici, d'écrire. C'est ce qui est le plus difficile pour moi. Je suis un homme d'oralité. Donc, pour moi, la littérature et l'écriture, pour moi, c'est de la transcription. Ce sont des genres qui appartiennent aux cultures blanches. Mais je le fais parce que le monde, maintenant, est un monde de rencontres. Et la question identitaire qu'on se pose toujours, c'est quoi être un Amérindien au 21e siècle? C'est beau de jouer à l'Indien du passé, comme je vous ai montré tantôt. Alors, quand je suis venu ici, j'ai essayé de donner une image d'ensemble de l'univers dans mon titre. La première chose qu'on fait comme Wendat, c'est qu'on respecte le territoire sur lequel on vient. Ici, le Mi'kmaqi, les Mi'kmaq. Donc, j'ai été chercher Nigmatut, Mi'kmaqi. Nigmatut, c'est un mot clé pour comprendre les Mi'kmaq. Il n'y a rien qui a de sens si ce n'est pas les relations familiales, se rassembler, être ensemble. Donc, quand France Trépanier est venue ici, elle a eu un bon feeling en parlant offrande, mais l'idée d'utiliser l'architecture d'une maison longue, elle intuitionnait cette idée de les relations, le noyau, c'est se mettre ensemble. Et après ça, quand je vous dis des mots, potlatch, côte du nord-ouest, les totems,
qui s'en viennent aussi dans l'Est, jusqu'au Perche avec le saumon sculpté que je vous ai parlé tout à l'heure. Le potlatch, c'est encore plus important parce que quand vont venir les premiers sociologues, anthropologues d'Europe, les Claude Lévi-Strauss et surtout Marcel Mauss, il vient sur la côte du Nord-Ouest, puis il examine une cérémonie, il voit plusieurs cérémonies des potlatches chez les peuples du saumon, en particulier ceux qu'on appelait les Kwaiwult, mais c'est les Kwawawakwapak, comme le cri d'un corbeau, autour des maisons longues de la côte du Nord-Ouest, des grands totems. Il y a aussi ces grandes cérémonies de potlatch, et tous se rassembler, c'est le don à la base. Et un point tel que Marcel Mauss va définir, construire un concept clé des sciences sociales qui s'appelle le phénomène social total, qui vient du potlatch. Donc, mon point de vue, il veut dire par phénomène social total que peut-être une petite œuvre comme ça, peut-être un rassemblement, peut-être une cérémonie, ça m'embranle tous les aspects de la société. Je vous ai parlé tantôt la nourriture, les alliances politiques, la vie culturelle, les propos. Tout à coup, c'est la société au complet qu'on tente de comprendre. Potlatch, et pourquoi ça a un rapport avec l'art? La dernière avant-garde dans le monde de l'art, dans ceux qui étudient l'histoire de l'art, la dernière avant-garde, on les appelle les situationnistes, les internationales situationnistes, et il y a celui qu'on parle souvent, Guy Debord, critique de la société du spectacle. Ils avaient une revue, c'est une feuille qu'ils donnaient à tout le monde, et ils l'ont appelée potlatch. Donc, il se pourrait, avec ce mot-là, que moi je prétends qu'il y a une pensée théorique, intellectuelle, qui est aussi amérindienne, qui n'a pas attendu l'aliénation et l'acculturation et la dépossession par les Blancs. C'est une hypothèse que je vous présente ici. Makusham, chez les Inuits, faire la fête, se rassembler, manger ensemble, la grande tente, le Makusham, puis quelquefois il y a de l'ours. Il est toujours caché quelque part, mais c'est surtout le caribou puis l'orignal. Ça, bien, les Mi'kmaq, l'orignal connaissent ça. Quand on parle à M. Kondo, lui, il va avec son Winnebago quand la neige est tombée. Il dit, les orignales restent pris aux genoux, facile de les tuer, pas besoin d'aller demander les permis. Puis on tue le plus jeune parce qu'on ne veut pas des gros trophées comme les sportsmen, on veut juste de la viande tendre. C'est pas bête. La fête des morts, je vous en ai parlé, c'est la plus grande fête chez les Wendat. À tous les 12 ans, les Wendat, parce que semi-sédentaires, parce qu'on n'avait pas les pesticides, les insecticides, tout ce que vous voulez, on se déplaçait un peu pour que lorsque tu cultives les 3 sœurs, le maïs, la courge et la fève, tu te déplaces parce que le sol est un peu épuisé. Tu refais une immense fête où tu réenterres tes morts, mais tu en profites aussi pour refaire toutes les alliances. Encore l'idée Et les powwows. J'ai voulu mettre les powwows. C'est une forme moderne, c'est une forme qui a été ressuscitée, mais j'ai été touché autant qu'il y a une forme traditionnelle. Ça se passe présentement. Il y a eu un circuit des powwows partout au Québec. À fin juillet, c'était à Wendake. Mais moi, je ne suis pas très powwow traditionnel. Vous allez voir à la fin. Mais je respecte. Parce que derrière ça, il y a l'artisanat, il y a les femmes, il y a surtout l'idée de rassemblement, de la danse, les rythmes. Et les jeunes sont très attachés au powwow. Donc, j'ai appris ça à Kiuna. On peut apprendre des jeunes. Donc, je les ai mis et c'est important parce que le passé de l'avenir, mais au présent, aujourd'hui, on est en plein powwow, puis on est aussi ici. Ça, c'est mon idée de faire le monde. Donc, l'importance toujours vivace, comme les plantes qui repoussent. Du don, le don, donner. Ça dépasse l'offrande, la prière, selon moi, avec cette idée de phénomène social total, avec cette idée de la fête, avec cette idée de l'art. Et des rassemblements. Donc, là, je le dis, rassemblement, Mawitaje. Dans l'imaginaire, j'aime mieux employer le mot imaginaire que strictement art, qui est associé des centres d'artistes, des artistes avec des diplômes de l'université, mais l'imaginaire, ça déborde un peu plus. C'est c'est internation, interculture, intergénération, intermédia, interrelation. On peut parler plus large. Et ça, c'est intéressant. On laisse les autres nous faire. Je vous ai mis là. Je peux continuer? Oui. Huron ou Wendat? C'est la question, lorsque je parle d'une conférence, je mets ma vie en jeu. Je mets mon identité en jeu. Quand moi je dis un Wendat à la recherche de l'art, je sais que le Huron, c'était donné par les Jésuites, qui ont regardé les grands hommes cuivrés l'été, ils ont dit, ou bien donc ils portent la hure pour la guerre, ou ils ont les chevelures désordonnées. Alors, c'est un peu ça, Huron, la hure. Et c'est une manière de réappropriation. Et ce qu'on fait ensemble, ce que je fais avec vous, c'est parcourir les territoires, les routes de nos imaginaires. Je vous ai parlé au territoire Mi'kmaq, je vous ai parlé de la terre de feu du Nord. C'est qu'il y a plein de chemins, il y a plein de routes. Donc, il y a une géographie, une cartographie culturelle. Vous avez peut-être vu dans le journal l'expression « Quackpack », non? C'est le chemin principal. C'est cette immense route qui existe encore du Machu Picchu
jusqu'à Tenochtitlan, Mexico, traverse du sud vers les Amériques centrales. C'est la route des papillons monarques d'ici du nord jusqu'au Mexique. C'est d'ouest en est le voyage de corbeau totem. Vous allez voir tantôt comment l'esprit des animaux qui est dans les histoires de famille, dans les totems, c'est aussi à la base de tous les mythes qui traversent d'ouest en est. C'est pour moi de la chute Kabir-Kuba à Wendake, le long de la rivière Aquawenrak, je reste dans le tournant où l'ancien site iroquoien où Jacques Cartier, on l'a sauvé avec l'ANEDA. Mais c'est important comment c'est tellement beau. Présentement, au Jardin des Premières Nations, c'est les 10 ans, on fête les 10 ans de fresques d'art amérindienne au Jardin des Premières Nations. Et cette année, les 4 artistes ont pris comme thème le sentier pour les 7 générations futures. Bien, ça, c'est la pensée Mi'kmaq. Les Mi'kmaq, et ça pose une vraie question à tous les musées de civilisation de la Terre, comme le Musée de la civilisation à Québec qui veut faire l'exposition « Nous, les Premières Nations ». On ne fait pas de l'art pour nous immédiatement. On ne présente pas un objet si ce n'est pas en pensant à la 7e génération future. Le passé a de l'avenir, mais imaginez des gens qui imaginent ce pourquoi on fait des objets, c'est pour la 7 génération, ce qui veut dire une pensée optimiste, une pensée de survie, une pensée de continuité. Le grand chemin qui marche, tout le monde a entendu la belle expression, c'est l'expression Mi'kmaq, c'est le grand fleuve, l'épine dorsale de tout le Québec, le chemin qui marche, le grand chemin qui marche, ça a été repris et repris parce que c'est magnifique et c'est vrai. Mais c'est aussi la route des outardes et des grandes oies blanches, les grandes migrations. On va du sud au nord. C'est le parcours des cormorans à aigrettes. Il y en a en face de chez moi, il y en a ici, dans le Barachois, mais il y en a aussi à l'île Bonaventure, j'ai fait le tour hier. Et la migration des 100 000 fous de bassin qui partent, s'en vont en Floride. Les oiseaux, les migrations, le nomadisme et les terres d'Amérique pour aboutir ici. C'est un peu le genre de voyage. Et ce qui est important pour comprendre l'art, et même en sciences, la première chose que je dis souvent à des étudiants quand je donne un cours, c'est la première forme de science, c'est comparer. Puis comparer, c'est parce que tu tournes la tête, tu regardes autrement, tu vois deux choses. C'est un premier travail. Si on peut comparer, on voit une différence ou une similitude. C'est intéressant aussi, les genèses de la pensée. Bon, je vais vous montrer des images. Totem des longues maisons. Regardez des vieilles images, mais regardez Corbeau dans le totem. Regardez les totems, les maisons, et les gens se préparent une cérémonie de potlatch. L'apparat, les costumes, les masques, les rythmes, les sons, et les totems qui sont les pôles des maisons. L'apparat et l'offrande. On se met un peu comme si je porte ça, c'est comme ça. Je porte toutes les cultures. Imaginez, regardez, le Makoucham, c'est une peinture d'Ernest Dominique, un peintre Innu. C'est un peu flou, mais cette idée du rassemblement, de la fête, de se retrouver, de l'apparat, des présents donnés. La hure, la rencontre des nations. Ici, sur les traces des Mi'kmaq, le peuple des Maisons Longues, j'ai été étonné qu'en français, j'ai dit ici, c'est les wigwams, les Mi'kmaq. Vous avez un campement de chasseurs Mi'kmaq. Mais, ici, la Maison Longue, vous voyez, on est ici, l'image, et on est dans l'œuvre. C'est fascinant. Proximité. Marie-Jeanne Condo, moi, j'ai été complètement fasciné de... Regardez, l'œuvre est là, le regard. C'est la photographie, c'est le silence. Merci. Merci. C'est la fierté dans les yeux, c'est le regard au loin, les 7 générations. C'est très intéressant, juste ça, en soi. C'est Estelle qui prend la photo? OK, elle est là. C'est elle. Comme quoi, quelqu'un passerait très vite, verrait cette photo-là, c'est un portrait. Lorsqu'on la remet dans le contexte, dans une histoire, tout change. Ça, c'est une autre donnée clé du monde de l'art. Bon, là, les routes. Regardez le Machu Picchu. Vous avez le chemin principal. Si on partait tous ensemble du Machu Picchu, mais il faut marcher très longtemps pour être là. Mais quelle découverte incroyable de la cité qui a hanté toutes des pensées. Mais derrière ça, il y avait une société globale fabuleuse. Donc, les architectures qui peuvent nous informer. Je fais un gros saut. Le chemin principal qui nous amène au Musée d'anthropologie de Mexico, il y a le plus incroyable, immense, qui était sous le sol enterré par les Mexicains, les Espagnols, du calendrier solaire aztèque. Le grand. C'est important, je vous le montre, parce que c'est une des pièces les plus invraisemblables. Imaginez, c'est gros comme le mur. C'est pas plus gros, c'est une pierre énorme, intacte.
et qui raconte que sous Mexico, il y a la ville de Tenochtitlan qui un jour va ressurgir. Mais c'est intéressant, je vous la montre en 2012, au moment où il y a eu toutes les choses de science-fiction de la fin du monde. Pour les Aztécas, c'est la fin d'un monde, d'un cycle, un autre monde recommence. Il y a juste un petit ajustement. La chute Kabir-Kouba, la Maison Longue qui n'existe plus au quartier Brébeuf, proche où j'habite, mais qui avait été construite là. Les Utardes, on suit le fleuve. Pourquoi? Je vous montre le grand chemin qui marche. Puis là, on va faire une discrétion, on va s'en aller à Montréal. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au Jardin botanique à Montréal? Hein, il y a le Jardin des Premières Nations, c'est les 10 ans cette année. Et mon amie Sylvie Paré, qui est une Wendat, elle a tenu pendant 10 ans à ce qu'il y ait chaque été, à l'entrée du pavillon, qui est comme un bunker en béton, qu'il y ait toujours une œuvre d'art, mais en lien avec la nature. Cette année, elle a décidé de présenter elle-même son œuvre à Atahansik, la femme du ciel. C'est un des mythes fondateurs de la culture Wendat. C'est l'histoire de la femme qui est dans le ciel et qui a plusieurs versions, mais essentiellement, elle se rapproche pour trouver une plante ou quelque chose, puis elle tombe dans un trou, puis elle tombe sur la terre. Mais elle tombe sur le dos de la grande tortue qui passait par là, qui flottait dans l'univers. Et là, la grande tortue se demande qu'est-ce que je vais faire avec ça. Une grand-mère qui est une mère aussi, parce qu'elle est enceinte. Les mythes, il y a toujours quelque chose. Donc, elle va demander à tous les animaux de venir porter de la terre. Et elle va convier castor, loutre, tous les animaux qui vont dans l'eau. Et c'est le même que la terre va naître. Et que les deux fils, Wishkarat et Wishkaron, le bien, le mal, l'antagoniste, le bon, l'outil, ça va donner la formation des sociétés. Et donc, un mythe fondateur. Donc, elle le fait en photo numérique, avec collaboration. Donc, c'est intéressant. Le mythe qui rencontre les nouvelles technologies. La femme du ciel, avec une œuvre sonore. Ce que vous voyez là, c'est sur le côté, il y a un artiste algonquine, Nadia Mir, qui est originaire de Kitigan-Zibi, qui est proche de Maniwaki, et qu'elle est invitée à faire une œuvre pour le sentier, dans le sentier des 7 générations, et elle s'est aperçue qu'un des problèmes de l'architecture du pavillon, c'est que les oiseaux venaient se tuer dans les vitres. Tu sais, quand on voit souvent ça, des oiseaux qui... Fait qu'elle a fait sur le mode d'un wampum, une espèce de protection pour que les oiseaux ne viennent plus se tuer. C'est intéressant, cette œuvre de protection. Évidemment, l'image ne rend pas compte. Nazomir, le sentier, les 3 sœurs, le maïs, la courge et la fève, cette année, ils ont de la misère. Hein, on s'entend, la sécheresse. Mais, bon, qui poussait. C'est intéressant parce qu'on a un exemple d'écosystème. Le maïs qui pousse plus vite, qui donne de l'ombre. Le sous-sol de la fève qui aide le maïs à pousser et la courge qui pousse autour. On a un exemple d'organisation de jardin. Aujourd'hui, où on a un conflit dans une ville où tu n'as pas le droit de faire ton jardin devant chez vous, ou les idées d'idées vertes, c'est intéressant de le mentionner. Et ce que vous voyez là, c'est des feuilles de maïs séchées en suspension, comme si c'était des feuilles de tabac, par Sonia Robertson. Elle est partie d'un récit, d'une légende wabanakise. Comment est né le maïs? Bon, vous voyez, s'il y avait une petite vidéo, on les verra, c'est de toute beauté dans la lumière et quand c'est au vent. Là, je vous montre juste un peu. Mais Sonia est partie, qui est une Pequokamie Nouate du Grand Lac, Pequokamie, lac Saint-Jean. Elle est allée rêver. Elle fait toujours son œuvre, elle in situ, puis elle rêve. Elle vient, il faut qu'elle rêve le lieu avant de faire une œuvre. Il faut qu'elle se laisse imprégner et le rêve. Et on sait beaucoup chez les Amérindiens, laisser de la place au rêve, c'est laisser une place qui n'est pas rien que la raison, les agendas, puis toutes les peurs des sociétés organisées. Et l'histoire raconte que, encore l'idée d'offrande, de don, c'est une femme qui a accepté, une aînée, de se laisser, de mourir, d'être déchiquetée et de laisser en lambeaux entrer dans la terre. À première vue, ça paraît horrible, ça paraît terrible, mais de là, ça nourrit la terre, ça fait surgir le maïs. Donc, cette idée du rapport qui fut un temps où même le sacrifice, la mort, donne la vie, ça fait partie des mythologies. Et donc, dans ces feuilles au vent, on a cette histoire-là. C'est intéressant. Là, vous ne verrez pas très bien, mais Jacques Néwashish, qui est un Atikamekw de Manawan, les Atikamekw en Haute-Mauricie, il a planté 7 perches pour les 7 générations dans l'étang en face du Jardin des Premières Nations. Il y en a une qui est tombée. Mais ce qui m'a intéressé par là, c'est que Jacques Néwashish, comme les Atikamekw, on sait que Manawan, Wemontachi, puis il y a un autre village Atikamekw qui ont connu un grand feu il y a 2 étés. L'immense feu qui a tout entouré. Le monde a vu ça comme une énorme catastrophe autour de la Tuque. Toutes les communautés ont été obligées de descendre à la Tuque. Quand on sait qu'à peu près aux 90 ans, comme les grandes forêts de pins, que les feux de forêt, c'est sain. Ça aide à régénérer. Je ne parle pas des busqueuses, là. Je
Et qu'en même temps, le fait qu'on sait que dans les réserves, et beaucoup chez les Atikamekw, par exemple, à Manawan, il y a 5 fois plus de suicides chez les jeunes hommes que partout ailleurs dans le monde. Il y a des problèmes dans les communautés, il y a de la misère. Bien, la communauté étant sortie, les alliances, les solidarités se sont refaites. Ce qui semblait dans les nouvelles comme une catastrophe devient quelque chose qui peut être aussi bienfaisant. Donc, pas besoin d'attendre les marxistes pour comprendre la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Jacques Tewachish, donc, je vous présentais tantôt, j'ai eu le privilège, mais le défi, c'était l'hiver passé, on m'a demandé, on est parti de Montréal, là, on est rendu à Odanak, chez les Wabanaki, près de Sorel. Le petit tambour des étudiants. Vous savez, c'est une partie de ma classe. Des jeunes, toutes des jeunes des réserves qui beaucoup n'avaient pas capables de réussir au cégep en ville parce qu'il n'y a pas de structure d'aide, d'accueil, tout ça. Donc, l'institution CUNA. Vous avez ici un ours femelle qui est fait par l'artiste Huron et Wabanakis Christine Siwi Wawanolowat. Elle a fait un ours femelle. Tu peux être d'un côté ou de l'autre. Tu peux mettre ta tête dedans et être photographié, vous voyez? Mais cette idée de faire, puis avec toute une cosmogonie, une symbolique, elle est allée chercher des symboles dans toutes les nations amérindiennes dans le monde pour créer, comme mascotte du collège, l'ours. Et l'ours a 2 sexes, c'est une féministe. Et en même temps, d'introduire quelque chose de joyeux et qui fait partie des étudiants. Ça aussi, ça peut être un rôle de l'art et qui va avec l'enseignement. Donc, ça, c'était les 7 générations. Wendake, l'hôtel-musée derrière, c'était au Power. Je voulais vous montrer ici 2 grandes bannières qui sont mal affichées, mais c'est le tout premier artiste, version moderne, amérindien des Amériques. Il s'appelle Zachary Théa-Rulin. Théa-Rulin pour le dernier des purs, Vincent. C'est un Wendat. Et c'est son autoportrait. Ici, c'est peint par Antoine Plamondon, un peintre québécois. C'est une grande exposition que j'avais présentée en 2008. Mais pour vous montrer, et ici, vous voyez des gens sous la pluie qui s'en vont. C'est les gens, il peut y avoir des powwows, mais quand il y a de la pluie, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans l'aréna. Donc ça, c'est des danseurs qui attendent dans l'aréna. Et voilà, je vous présente quelque chose de très beau. Un petit panier brodé Wendat. Mais qui est de toute beauté, puis dans les collections, dans les réfrigérés, dans les voûtes. Mais quand on regarde ce petit panier-là, puis qu'on le sort de sa fonction qui n'a que dit ornementale, parce que c'était commandé par des bourgeois à l'époque anglophone ou francophone, quand on le reporte à l'époque du rituel de la fraise, les fraises ressortent, ça célèbre l'été, la saison des petits fruits, le rythme. L'objet d'art, la forme change tout à coup, ça devient magnifique, on pourrait le déposer ici. Puis ça serait de l'art actuel. Le wampum. Ce wampum a déjà été brandi par un de mes ancêtres, Michel Siwi. Ça, c'est intéressant avec les tensions qu'il y a actuellement, pour rappeler qu'il y a une entente sur le partage des territoires depuis la chute de Shawinigan jusqu'au Cap aux Corbeaux, sur la côte nord, entre les Atikamekw, les Wendat et les Inuits, pour ce qu'on appelle la réserve faunique des Laurentides. Alors, on sait qu'il y a des tensions. C'est intéressant de rappeler comment les objets ont encore des fonctions, autant qu'une convention collective de la baie James ou des choses comme ça. Et voici un totem. C'est un totem Gitsan, donc de la côte du nord-ouest, from sea to sea. Il est à Saint-Jean-Port-Joli, dans l'anonymat. On est sur la route, vous voyez, on s'en vient par ici. On est parti de Montréal, Odanak, on a vu Wendake, puis là, on est à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a 2 semaines, j'ai fait une grande conférence performance déambulatoire, j'ai appelé La Quête, plutôt La Quête, parce qu'il y a les personnages du quêteux, le personnage qui demande, et c'est aussi un personnage littéraire dans la Biennale de sculpture qui avait pour thème l'hospitalité. Mais j'ai voulu rappeler qu'en 1984, il y a eu un grand rendez-vous international de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli et que les Indiens Gitsan sont venus porter par train, traverser d'ouest en est, un totem. C'est peut-être le dernier totem Gitsan dans le nord-est d'Amérique, dans l'anonymat Saint-Jean-Port-Joli. On retrouve Corbeau. On retrouve la légende, un des récits légendes mythologiques fondateurs chez les peuples du Saumon de l'Ouest, c'est comment Corbeau vola la lumière et inventa le jour et la nuit. C'est intéressant quand j'ai vu ici le cycle jour et la nuit accéléré. On raconte qu'il y a très, très longtemps, l'humanité, la Terre entière ne vivait que dans l'obscurité, la nuit. Sauf que les oiseaux étaient là, les poissons étaient là, les baleines étaient là, les corbeaux, tous les personnages étaient là, puis il y en avait des plus fabuleux, mais on savait qu'il y avait aussi des humains. Les humains, c'est un genre un petit peu des grenouilles, des crapauds, c'était pas intéressant vraiment, sauf un vieux qui vivait dans une cabane à la noirceur, mais lui avait des coffres,
Des coffres dans des coffres dans des coffres. Vous avez déjà vu des coffres de la côte du Nord-Ouest, les coffres comme les gros paniers ici des Satikamekw, mais des coffres. Et dans le plus petit des coffres, il y avait son secret absolu, la lumière. Il avait capté la lumière, il l'avait cachée là. C'était de même. Puis, l'humanité vivait comme ça, sauf qu'il existe un personnage qui prend l'animal hors du commun, il prend la forme de plusieurs animaux selon qu'on est dans l'ouest, en est. Dans l'ouest, c'est corbeau. Corbeau, c'est un faisan mâle, c'est un truculent, c'est un scatologique, c'est un pornographe. Il y a tous les défauts de la terre. Puis il cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le centre, c'est le coyote. Le coyote. Ici, c'est le carcajou. Ça peut être des fois le raton laveur, ça peut être le castor, mais c'est généralement le carcajou. C'est l'Indian Devil, comme parlent les vieux chasseurs Mi'kmaq ici. Et les autres, ils cherchent c'est le désir pur, si on le reprenait en psychanalyse. Et Corbeau, il savait pas trop. Il était tanné, lui, de se trébucher partout, de ne pas voir ses proies. Tout à coup, il savait que le vieux, qui avait une cabane, il connaissait ça. Puis le vieux, il vit avec une fille, une jeune fille. Mais il ne l'a jamais vue, mais il s'occupe d'elle, puis elle est sage, tout ça. Et un jour, ou la nuit, on ne sait pas, la jeune fille va chercher de l'eau au puits pour amener. Alors, Corbeau, il voit comme une forme, il s'approche. Donc, il a l'idée de se déguiser en une aiguille de pain. Parce que Corbeau, il se métamorphose en tout. Et évidemment, la jeune fille ramasse l'eau et en boit. L'aiguille de pain entre en elle. Et Corbeau devient un enfant, elle est enceinte. Et elle naît dans la cabane. Et là, le vieux, il ne comprend pas, il entend des cris, puis des cris stridents. Puis il se demande, puis il voit bien, puis la jeune, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé. Puis on ne sait pas, on est dans le monde de la mythologie, dans une histoire du monde. Et le jeune, il cesse de crier comme un corbeau, imaginez les cris stridents, puis il demande au vieux, fais-moi des jouets, fais-moi ci, demande tout. Comme les jeunes aujourd'hui demandent à leurs parents. Tout. Puis à un moment donné, il dit, prête-moi les boîtes, je veux jouer avec les boîtes. Le vieux dit non. Oh, il prête la grosse boîte, il prête. Puis là, il le harcèle tellement qu'un jour, le vieux cède, il prête la petite boîte. Que fait Corbeau? Il se remétamorphose dans la maison, un immense corbeau. Il vole avec son bec la lumière. Et là, tout à coup, le vieux voit apparaître cette immense masse. Il voit une jeune fille. Il voit, pour la première fois, Corbeau s'enfuit par la cheminée et part avec la lumière. D'un coup, le ciel, le cosmos, les animaux commencent à s'illuminer. L'aigle passe, le poursuit. Il y a une poursuite jusqu'en Irlande, une poursuite partout sur la terre. Il attrape un morceau de la lumière, ça devient la lune. La nuit est née. Et les étoiles qui éclatent un peu partout. Et Corbeau se fait poursuivre par l'aigle, jusqu'à ce qu'il lâche le morceau, il est épuisé, le soleil apparaît. Depuis toujours, c'est le cycle des jours et de la nuit. Comment Corbeau vola la lumière, inventa le cycle, le jour, la nuit, et tout à coup se permit de voir que tout le genre des espèces vivantes, dont les humains. Donc les humains, dans un autre récit, il les met dans une grosse coquille. Quand vous allez à l'aéroport de Vancouver, vous avez une immense sculpture, il y a tous les humains dans une grosse coquille, Corbeau est dessus. Les mythes sont des histoires racontées. Donc, ce totem qui est dans l'Est raconte ça. C'est fantastique. En 83, Pointe-à-Chouinard, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a deux artistes, dont Lise Labrie du Bic, mais Domingo Cisneros, qui est un Indien Tepehuanès du nord du Mexique, j'en ai vu tantôt le calendrier, qui était très important au Québec parce qu'il est venu ici enseigner. Il faut cesser de mettre l'imaginaire amérindien que dans l'artisanat et le folklore. Il faut que ça devienne la création contemporaine aussi. Domingo Cisneros va enseigner au Collège Manitou dans les années 74-76. Ça a duré seulement 2 ans, c'était fermé par les gouvernements, parce que former des leaders, former des artistes, ça change les sociétés. Alors, à la Pointe-à-Chouinard, pendant 1 mois avec Lise Labrie, ils ont réveillé l'esprit des lieux, un peu comme si, qu'est-ce que le sol recèle de mémoire, comme un cimetière. Et donc, on voit surgir l'esprit des animaux. On voit surgir. Donc, c'était en 1994, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a un centre d'artistes qui s'appelle S-Nord-Est, qui fête ses 20 ans aujourd'hui, je crois. En 1994, il y a eu un événement qui s'appelait Métissage, où j'ai participé, moi, pour le cercle de parole. Mais il y a un artiste de la côte du Nord-Ouest, Eric Robertson, qui a créé une œuvre qui s'appelait Bear Earrings. Il est parti avec les récits des anciens qui disent il n'y a jamais eu de migration de l'Asie ici pour peupler les Amériques. On est toujours. Puis il n'y a jamais personne qui a passé par le détroit de Bering. Donc lui, il a fait Bear's Earring. Et c'est très beau parce que comme artiste, il fait s'embrasser l'ours d'Asie brun, l'ours polaire. La rencontre des continents, la rencontre des cultures, la circulation. L'œuvre d'art dit le contraire de. Et ça, c'est intéressant comme installation. Teresa Marshall, une artiste Mi'kmaq, qui, à Métissage, a fait une sculpture exceptionnelle, un immense kit pour réparer la terre-mère.
Donc, une bobine faite avec du tabac. Elle aurait aimé avoir du foin d'odeur, elle n'avait pas. Mais la grosse aiguille, imaginez la belle œuvre. Et cette idée, le kit pour réparer la thermale, une Mi'kmaq. Quand on parlait la dernière fois à la conférence de presse ici, on disait, on ne sait plus trop, c'est quoi l'apport des Amérindiens Mi'kmaq alors? Alors, en 1994, une artiste que je considère une des artistes contemporaines les plus importantes, Rebecca Belmore, qui est avec sa sœur, Florine, était venue, et ils sont venus tresser une courte pointe avec des aiguilles de pin. Imaginons, on est en 1994, le travail patient, les aiguilles de pin. Pensons à la pinède de Kanesatake, à la crise d'Oka. La pinède, les pins, les aiguilles, le pin dans la formation de la NEDA pour guérir de toutes les maladies, faire survivre les Blancs. Donc, les sœurs Belmore, et récemment, l'an passé, en début de 2012, dans une exposition à Montréal, Baliser le territoire, encore le mot territoire, c'est important, Rebecca Belmore, elle a fait une sculpture, des grands cheveux noirs, une grande cape, une ligne rouge, comme s'il y avait eu un coup de tomahawk, qu'une femme agenouillée, est-ce un jeune punk? Puis elle posait la question, fuck the artist, fuck the Indian. C'est quoi le statut de l'artiste? C'est quoi le statut de l'Indien? C'est quoi ces questions-là? Donc, ils étaient présentes à Métissage. Mike McDonald, Mi'kmaq, qui est décédé, un autre artiste Mi'kmaq majeur, c'est moi qui parle avec. Lui, il a passé sa vie à suivre le papillon monarque, à créer comme environnement, non pas des maisons vertes pour faire venir le papillon monarque, et suivre cette migration, ce voyage qu'on fait. Et à travers ça, c'est un détail d'une installation vidéo. La nature, les animaux, les insectes, toujours concourent à l'art. Essayez de voir cette œuvre-là. On est le long du fleuve. Je fais une digression, c'est que l'an passé, je suis parti en catastrophe d'ici, quand j'étais venu, pour aller à Baie-Saint-Paul. Il y avait le 29e symposium de Baie-Saint-Paul. Le thème, c'était les contes. Alors, je suis allé présenter avec l'armature vous voyez, l'armature avec les perches avec mon frère qu'on a placé. J'ai porté le costume traditionnel Wendat avec la coiffe qui était, et j'ai fait suspendre le plus gros capteur de rêve au monde. L'image n'est pas très bonne, mais ici, on voit Rebecca Belmore qui était là aussi, qui participait au symposium. Elle a participé à ma conférence performance, sur le mode du conte. Donc, on revient sur la côte sud, à la pointe de Rivière-du-Loup. Ça, c'était une des cabanes de mes grands-parents. Puis, quand Galerie Huron-Wyandotte, donc l'idée Art and Museum, c'est Eleanor Sioui, une grand-tante, la mère de Conrad Sioui, qui avait fait ça, et j'étais de passage dans les années 90. J'ai gardé l'image, parce qu'aujourd'hui, depuis que le grand chef Conrad Sioui a pris le pouvoir, il a fait détruire les cabanes, qui est un lieu historique, un lieu de ce que je vous ai montré dans le livre, tout ça pour faire un beau gros chalet pour sa famille. Donc, des fois, en tout cas, la pointe aux Indiens sur la rivière Mingan, on traverse la Côte-Nord. Regardez la peinture du chef Raoni que je vous ai parlé. On était là, mon frère Yves, Benoît Aquin, le grand photographe, Rita Massachoco, la poète, Benoît Aquin qui a participé aux rencontres internationales de photographie l'an passé ici. C'est moi en performance à Mingan. Et à la pointe aux Indiens, le campement traditionnel, la tente de prospecteurs, un monde qui se meurt avec les barrages. On était allé protester à 2 km des barrages, même si ça ne donne pas grand-chose, dire peut-être que l'île aux Massacres du Bic, cette rencontre où toute l'île aux Massacres, c'est que le Bic, c'est un endroit comme ici. Ici, pour les Mi'kmaq, entre la grande montagne sacrée et le Trakadesh, ici, ils ont une expression pour dire c'est un bel endroit pour venir camper. Les Mi'kmaq sont toujours venus ici se rassembler. C'est la même chose au Bic. Évidemment, l'histoire géopolitique, quand est arrivée la traite des fourrures, toutes ces choses-là ont changé. Il y a eu des luttes de territoire. Et les Iroquois sont montés jusqu'à l'île Bic. L'idée qu'on raconte, c'est que il n'y avait pas assez de canaux, les Mi'kmaq. Ils se pensaient fait qu'ils ont renvoyé la petite partie avec les 4 canaux des femmes les plus âgées vers Mactan. Les hommes, puis guerriers, tout ça, ont essayé de rester. Puis il y en a un qui a eu l'idée, on va, à la marée basse, on va se cacher dans l'île aux Massacres, puis il y a une grotte. Parce qu'on sait que les 120 Iroquois qui s'en viennent, les autres s'en viennent vraiment pour tuer, puis donner une leçon, puis marquer le territoire. Ils vont se cacher là. Mais le problème, c'est que quand sont arrivés les éclaireurs Iroquois, ils ont bien vu qu'il n'y avait personne, que le campement avait été abandonné, tout ça. Mais il y a probablement quelqu'un qui a toussé. C'est une mauvaise idée d'avoir la grippe. Parce qu'on entend, ce qui fait qu'ils ont compris qu'ils étaient. Et là, ça a été l'embuscade dans une grotte, tu t'en sors pas. Et c'était le massacre des Mi'kmaq, mais avec une revanche par la suite. Donc, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, un massacre, ça voulait dire peut-être 2, 8 morts. Parce que la vérité,
La vérité, c'est de faire des prisonniers, d'échanger les femmes, d'échanger les hommes. On sait que les Mi'kmaq allaient voler des femmes Innu à la Côte-Nord, pas seulement Anticosti. C'est pour éviter la consanguinité, c'est pour faire les échanges. Et toute cette idée des métissages appartiennent, comme les Wendat arrivaient jusqu'au bout de la Restigouche, arrêtaient là. Les Malécites descendaient au fleuve. Là, bon, c'est l'histoire de la vie, mais qui est peu... Bon, l'île au massacre est intéressante pour ça. Je vous montre une littérature, mais je vous montre l'endroit. Le capteur de rêve vivant, quand je vous parlais, que ce soit avec les jeunes, que ce soit aussi le monde des nomades ou le monde de l'art amérindien, on a tendance à vouloir confiner, soit dans l'artisanat, le folklore, ou dans le monde, un monde révolu, alors que dans les centres d'artistes, les événements d'art, je vous ai montré tantôt Virginia Pescima-Bordolo, ici, l'événement qu'il y a ici, ou moi-même, comme intellectuel, comme qui vous raconte des histoires, qui vous parle, je fais aussi dans ce que j'appelle les conférences performances. Je suis allé au printemps passé, après être passé avant de venir ici, je suis allé réaliser un capteur de rêve humain, vivant. Pensez-vous que c'est possible? Avec, ce qui est fantastique, des jeunes qui sont des enfants de prisonniers politiques. Vous savez qu'à Belfast, en Irlande du Nord, il y a un conflit éternel entre les protestants et les catholiques. Je dis éternel parce qu'il y a eu des gros troubles dans les années 60. Il y a la géopolitique, c'est le Royaume-Uni. En fait, là, c'est les Jeux de Londres, les pains des jours, on n'en parle pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réalité quotidienne. Dans une ville comme Belfast, il y a au moins 44 murs qui séparent les communautés partout dans les quartiers. Et on appelle ça des peace walls, mais dans le fond, c'est des murs de la haine. Il y a eu des meurtres, il y a eu des morts, il y a eu des vengeances. Il y a tout le temps quelque chose. Et dans un des parcs en milieu catholique, il y a aussi à Belfast un collectif de performeurs qui s'appelle Be Beyond. Parmi peut-être un des collectifs où à tous les mois, ils font de la performance et ils nous ont poussé loin, avec ce sens du nous. Comment par la performance, par l'art, tu peux résoudre des conflits? Oui, tu peux faire une prière, tu peux faire une offrande, mais comment tu peux aussi dans l'action? Alors moi, je suis allé et j'ai ici un capteur de rêve rouge dans mes mains, tu sais, un peu comme les capteurs de rêve commerciaux, tout ça. Mais je parle, je parle aux gens et je leur propose, avec la corde, la laine qui est là, qu'on devienne, avec moi au centre, un immense capteur de rêve tressé, la broderie, le tressage, le cercle, les humains, le capteur de rêve humain, et on va se déplacer avec les jeunes en avant et on va traverser un des murs de la haine. Si l'art, le grand artiste engagé, Joseph Beuys, disait « ce que la bureaucratie ne peut pas faire, l'art le peut ». Alors si par l'art, on peut traverser des murs de haine, et on peut le faire avec cette idée de la vision circulaire, du capteur de rêve, l'importance des rêves, du tressage, du savoir-faire, mais le faire de manière vivante. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les 7 générations. Et c'est ce qui nous amène ici à Gasgabéguac, sur le site du Powar, il y a un totem, puis il y a une armature d'un wigwam. Qu'en pensez-vous comme voyage? Et là-dessus, je voudrais terminer. Je sais qu'il y en a qui vont aller au... Je voulais terminer avec ça. Parce que pour moi, vous allez voir, vous allez entendre l'esprit du rassemblement, du Powar, l'avenir, mais aussi cette réalité urbaine qui est devenue ce nouveau monde où nous tous, pas seulement les Amérindiens, on a recomposé l'avenir du 21e siècle. Bien, il est intéressant de voir que des DJ-VJ, que des chorégraphes de danse traditionnelle, comme on en voit dans les Powar, que ce soit aussi urbain, que ce soit aussi dans des cœurs de centre-ville et que ça porte le même héritage. Alors, je vous présente le Hip Hop Powar, qui est une performance qui a eu lieu, je pense, il y a quelques semaines, quelques mois, dans plein cœur de Toronto, où il y a plein de tueries, à Place Dundas. Et puis, si vous voulez danser, vous avez beau. Donc, c'est l'avenir, c'est les jeunes. Regardez bien. Vous allez voir des danseuses, pas de costume, des